Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les titres de ce 20h. 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont été reçus ce vendredi par le président de la République. Les diplomates éthiopiens, allemands, italiens et finlandais sont allés présenter leur lettre de créance au président Alassane Ouattara. Le MCC, Millennium Challenge Corporation, va débloquer 315 milliards de francs CFA pour la Côte d'Ivoire. Le conseil d'administration de ce programme l'a annoncé au Premier ministre ivoirien en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI à Washington. Et nous aurons un dossier dans ce 20h consacré à l'opération Épervier 3 pour sécuriser les personnes et les biens. Mais quel est le point de cette opération après 3 semaines? Épervier 3 s'est déployé sur l'ensemble du territoire. Des fumeaux ont été détruits, plusieurs individus interpellés. Enfin, au Kenya, le climat politique reste tendu avant la présidentielle du 26 octobre. Malgré l'interdiction de rassemblement, l'opposition a tenu à manifester aujourd'hui pour réclamer des réformes de fond. Raila Odinga, qui s'est retiré de la course, est à l'étranger, à Londres. Soyez les bienvenus sur RTI1. On commence tout de suite par le palais présidentiel où 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont été reçus par le président de la République. Les diplomates éthiopiens, allemands, italiens et finlandais sont allés présenter leur lettre de créance au président Alassane Ouattara. Le reportage de Viviane Aimé. Nouvel ambassadeur de la République fédérale démocratique d'Éthiopie en Côte d'Ivoire, son Excellence Girma Temesgen Barkessa, il occupait précédemment la fonction de directeur général des relations bilatérales au ministère éthiopien des Affaires étrangères. Présentant ce jeudi 13 octobre ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel, le nouvel ambassadeur de la République fédérale démocratique d'Éthiopie a fait valoir son ambition de travailler à la poursuite de la longue amitié entre son pays et la Côte d'Ivoire, amitié vieille déjà d'un demi-siècle. L'Éthiopie attache une importance extrême à ses rapports avec la Côte d'Ivoire, non seulement sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan économique et du commerce et des rapports surtout d'homme à homme. Et en tant qu'ambassadeur ici, je m'évertuerai à renforcer ces rapports, non seulement sur le plan économique, mais surtout sur le rapport de contact entre les peuples. Nouvel ambassadeur désigné de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire, son Excellence Michael Graou. Il était précédemment ambassadeur de son pays au Laos. Je suis venu pour contribuer à ce que le sommet prochain Union européenne, Union africaine, devient un succès et aussi pour coopérer avec le gouvernement ivoirien pour la mise en œuvre du compact avec l'Afrique, des groupes G20 et des programmes complémentaires qu'Allemagne a établis, mis en œuvre à cet effet. Nous voulons que les fruits des réformes bénéficient le peuple ivoirien et leur assurent un futur dans la paix. Son Excellence Stefano Lo Savio est le nouvel ambassadeur de la République italienne en Côte d'Ivoire. Diplômé en économie et commerce, il entend inscrire le volet économique au premier plan de sa mission en Côte d'Ivoire. Les objectifs de ma mission ici, je veux m'engager beaucoup, surtout sur le renforcement du partenariat économique. Vous savez que l'Italie est en première ligne sur la gestion des flux migratoires. C'est un problème majeur qui touche à nous tous. Il faut travailler ensemble pour essayer de trouver le chemin d'un développement conjoint. C'est pourquoi que je m'engage beaucoup à améliorer le partenariat économique avec la Côte d'Ivoire. J'essaierai de collaborer pour le développement économique de la Côte d'Ivoire et ses ambitions d'ici 2020. Présence discrète, le nouvel ambassadeur désigné de la République de Finlande est une dame. Son Excellence, Madame Seja Toro, occupait précédemment les fonctions d'ambassadeur de Finlande près la République du Mozambique. Selon le nouvel ambassadeur, son pays, la Finlande, possède une expérience en matière de lutte contre les changements climatiques qu'il est prêt à partager avec la Côte d'Ivoire. J'ai félicité à son Excellence de l'élection de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité de l'ONU. Et nous avons aussi parlé de changement climatique qui est une préoccupation par son Excellence et aussi
c'est une priorité pour le gouvernement et le peuple de la Finlande. Il y a beaucoup de produits d'innovation, de technologies propres et d'énergie en Finlande. Et nous sommes à disposition de la Côte d'Ivoire d'exposer ces produits. Et nous avons aussi parlé des relations commerciales et il y a beaucoup de possibilités d'augmenter les relations de nos deux pays. Cérémonie hautement protocolaire, chacun au sortir de la présentation de ses lettres de créance a reçu les honneurs militaires rendus par un détachement de la garde républicaine avant de quitter le palais présidentiel. Et on va rester au palais présidentiel cette fois-ci pour voir cette autre rencontre du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu avec le ministre des Relations extérieures du Brésil. Le renforcement de la coopération entre les deux pays a été évoqué. Et avant toutes ces rencontres, le président de la République a échangé hier avec le président du directoire du groupe Maroc Télécom, groupe qui opère et investit dans le secteur des télécommunications. Maroc Télécom veut renforcer ses investissements en Côte d'Ivoire. Eh bien, le groupe a porté son choix sur Abidjan pour lancer une campagne de synergie avec les opérateurs de téléphonie dans lesquels Maroc Télécom est actionnaire. À Ouattouri. Maroc Télécom est présent en Côte d'Ivoire depuis 2015 à travers sa filiale Move Côte d'Ivoire, qui se classe comme le 3e opérateur de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire, après les sociétés Orange Côte d'Ivoire et MTN. Leader de la télécommunication sur le continent africain, Maroc Télécom a des filiales dans 9 autres pays d'Afrique. Reçu ce jeudi au palais présidentiel, le président du directoire de ce grand groupe marocain a exposé au président de la République Alassane Ouattara plusieurs importants projets et investissements en cours de Maroc Télécom en Côte d'Ivoire dans le but de parfaire la qualité de service offert par sa filiale ivoirienne et son grand projet de faire d'Abidjan l'axe central dans l'extension de son réseau de fibres optiques en Afrique et vers le reste du monde. Je suis venu rendre compte à son Excellence du chemin parcouru depuis quelques années. Nous avons privilégié l'investissement, un investissement massif, pour rendre les services disponibles pour la jeunesse, la population de ce pays frère et pour les entreprises ivoiriennes qui sont les moyens de télécommunication qui permettent l'accès au savoir, à l'information, à la connaissance. Les choses n'iraient pas comme il se doit d'une manière moderne et conformément à ce qu'exige la situation actuelle de l'économie mondiale et de la mondialisation. Leader en Afrique, Maroc Télécom compte à son actif des participations majoritaires dans le capital de plusieurs opérateurs historiques dans le domaine des télécommunications sur le continent, sans compter ses nombreuses filiales dans le domaine de la téléphonie mobile. Avec un portefeuille abonné de 51 millions de personnes, en 2015, Maroc Télécom réalisait à la même date un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros. Et de son côté, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a échangé avec une délégation d'hommes d'affaires indiens en mission de prospection économique en Côte d'Ivoire. À l'issue de la mission, on retient que des partenariats seront renforcés avec des entreprises indiennes, notamment dans les secteurs de l'énergie, des TIC, de l'agro-industrie et des produits pharmaceutiques. Les nouvelles en provenance des États-Unis d'Amérique où se tiennent les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI sont bonnes pour notre pays. Le MCC, Millennium Challenge Corporation, va apporter un appui financier de 315 milliards de francs CFA à l'État ivoirien. Le conseil d'administration de ce programme l'a annoncé au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui est présent à Washington pour ses assises. Adama Koné est notre envoyé spécial. C'est de tradition dans le monde de la haute finance. En marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international se joue l'avenir de certains pays sur la voie du développement.
Et la Côte d'Ivoire réalise une bonne moisson à la première sortie du Premier ministre dans le quartier des institutions de Bretton Woods. En une cinquantaine de minutes, Amadou Gon Coulibaly réussit à convaincre le Millennium Challenge Corporation, MCC, mettant sur la table de discussion les performances réalisées en matière de gouvernance. Après 5 ans de négociations et d'observations, le dossier MCC est ainsi bouclé. Résultat, ce sont 315 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire peut encaisser au guichet MCC. Les relations sont excellentes avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. Le conseil d'administration du MCC a approuvé cet appui financier en faveur de la Côte d'Ivoire et nous allons bientôt préparer la signature de cet accord avec la présence du président Ouattara et des officiels du gouvernement américain. Nous avons travaillé sur les indicateurs politiques, économiques, sociaux pour pouvoir améliorer les conditions favorables à un bon retour sur investissement dans notre pays. Mais attention, l'argent a 2 destinations précises. Le secteur des infrastructures, c'est-à-dire du transport, pour la réhabilitation de certaines voies, en particulier au niveau d'Abidjan, pour adresser les problématiques de mobilité des personnes et des biens. Et la deuxième composante, c'est le renforcement des capacités donc des jeunes à travers la construction, à travers les projets qui favorisent l'emploi des jeunes, notamment les formations qualifiantes et l'accompagnement au niveau de la construction des infrastructures scolaires dans 2 zones particulières, c'est-à-dire la zone de San Pedro et la zone de Boaké, qui sont des zones de potentiel, j'allais dire, en termes de croissance. La signature de l'accord trouvé à Washington est prévue le 7 novembre prochain à Abidjan. Avant le MCC, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était dans le bureau de l'agence multimédia de garantie des investissements, MIGA. Avec la directrice générale Keiko Honda, la délégation ivoirienne est allée défendre la nécessité d'augmenter les financements de ce guichet de la Banque mondiale dans le PND 2016-2020. Nous sommes le vendredi 13 octobre aujourd'hui et c'est ce jour que l'UNESCO s'est choisi une nouvelle directrice générale. L'ancienne ministre française de la Culture, Audrey Azoulay, a été élue aujourd'hui même. Elle succède donc à la Bulgare Irina Bokova à la tête de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Et cela s'est joué à 2 voix seulement. Audrey Azoulay était face au Qatari Ahmad Al-Kawari. Elle a obtenu 30 voix face à son adversaire qui lui en a récolté 28 au sein donc des 58 membres du conseil exécutif de l'UNESCO. Je vous invite à faire un point, celui des activités parlementaires ici en Côte d'Ivoire. Et le bilan a été fait ce vendredi. Au cours de cette session unique, plusieurs activités ont été menées par les députés, dont l'adoption de plusieurs projets de loi. Des missions au plan national et international ont été effectuées, comme nous l'expliquent Olivier Iriebi et Sidonie Davila. Depuis la rentrée parlementaire du 3 avril jusqu'en août dernier, 5 projets de loi sur 7 ont été examinés et adoptés par les députés. Intervient une trêve suite aux vacances gouvernementales. Le 21 septembre dernier, les députés ont retrouvé le chemin de l'hémicycle. La session ouverte à cet effet est prévue pour s'achever le 13 décembre prochain. Au programme, l'examen et l'adoption d'une vingtaine de projets de loi et de 2 propositions de loi émanant des députés. Sur la non-tenue des dernières séances de débat du mercredi et du jeudi dernier, les explications du secrétaire général de cette institution. Pour que ces activités puissent se tenir, il faut que les membres du gouvernement soient disponibles. Donc nous arrêtons le calendrier de commun accord. Il peut arriver que pour une raison ou une autre, le gouvernement nous saisisse l'Assemblée nationale pour indiquer l'indisponibilité des représentants du gouvernement à cette activité. Nous en prenons note et nous proposons une autre date pour tenir cette activité. À côté des activités classiques du Parlement, des missions de terrain ont été effectuées aussi bien sur le territoire national qu'à l'extérieur. L'une de ces missions récentes est celle de la Commission des affaires sociales à l'ouest du pays pour apporter la compassion aux populations.
Et dans l'actualité politique nationale, le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, a animé un point presse à sa résidence à la Riviera à Toban aujourd'hui. Dans l'extrait que nous allons vous proposer, le président du Front populaire ivoirien appelle à la cohésion et à la paix, seul gage du développement de la Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan. La cohésion nationale, l'unité de la Côte d'Ivoire, c'est ça qui doit nous guider en cet instant précis. Nous avons pendant plusieurs années rusé avec cet impératif. Les difficultés que nous rencontrons tous doivent nous amener à comprendre qu'il y a un temps pour les luttes fratricides, mais qu'il y a un temps pour l'unité nationale. Et que l'unité nationale doit se faire de façon inclusive avec la participation de tous. C'est pour cela que nous devons être forts au FPI pour porter ce message en direction de tous nos frères et de toutes nos sœurs de Côte d'Ivoire, de tous les acteurs internationaux, afin qu'ils aident la Côte d'Ivoire à retrouver la voie de la paix, de la stabilité, parce que ce sont les seules voies de la prospérité. Nous partons pour Addis Abeba en Éthiopie, d'où revient le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural. Mamadou Coulibaly Sangafo a pris part à une rencontre sur l'agriculture, le développement rural, l'eau et l'environnement. Le ministre ivoirien a invité les pays africains au respect des engagements de Maputo relatifs au financement de l'agriculture. Explication détaillée avec Cheikh Koni. Les mécanismes pour un financement durable de l'agriculture en Afrique était au cœur des débats lors de ces assises d'Addis Abeba. Devant ses pairs, le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafo Coulibaly, a diagnostiqué les difficultés dans la mise en œuvre des engagements de Maputo. Les chefs d'État ont pris un engagement de consacrer en 2003 10% de ressources publiques pour investir dans le domaine agricole. On se rendra bien compte que très peu de pays ont atteint cet objectif. Et même ceux des pays qui ont atteint cet objectif, si nous rentrons dans le détail de ce qui a été qualifié comme investissement dans le secteur agricole, peut-être que nous serons amenés de revoir un peu ce résultat à la baisse. En 2003, à Maputo, les chefs d'État africains s'étaient engagés à consacrer au moins 10% de leur budget national à l'agriculture. 14 ans plus tard, seuls 8 pays sur les 54 que compte l'Union africaine ont respecté cet engagement. Pourtant, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, 223 millions d'Africains continuent à souffrir de la faim, dont 40% sont des paysans, des éleveurs et leurs familles. En marge de ces assises, le ministre ivoirien a accordé une audience à Josepha Léonel Correa Sacco, commissaire à l'économie rurale et à l'agriculture de l'Union africaine. Au menu de ces échanges, le processus d'élaboration et d'évaluation du programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique et des programmes nationaux d'investissement agricole, mais également des aspects relatifs à l'organisation de la 8e journée africaine pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui aura lieu à Abidjan, en marge de la 4e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales, SARA 2017. Plus loin, en France, s'est tenue la 26e édition du sommet de l'élevage de Clermont-Ferrand. Ce grand rendez-vous des acteurs de l'élevage a rassemblé plus de 5000 visiteurs venus de 84 pays du monde et la Côte d'Ivoire, présente à cet événement, veut s'inspirer du savoir-faire de la France. Envoyé spécial, Victorine Oyaoyoboui. Des limousines, des charolaises et d'autres races tout aussi impressionnantes les unes que les autres de bœufs. Le sommet de l'élevage de Clermont-Ferrand, une vitrine pour la France pour exposer ce qu'elle sait faire de mieux en matière d'élevage bovin. Une opportunité aussi pour la Côte d'Ivoire pour capitaliser cette réussite française. Pour obtenir ce résultat que nous avons vu à environ des fois même un peu plus d'1 tonne par animal, c'est le résultat de plusieurs années de recherche, voire un siècle de recherche en matière de sélection génétique. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est des initiatives qui ont déjà eu lieu au mois de juillet. Monsieur le ministre a procédé au lancement dans la zone de Toumoudi de l'insémination artificielle en milieu paysan. Donc pour obtenir les résultats que vous avez vus, il y a la sélection de nos races locales, la race Ndama notamment, et il y a aussi le croisement par l'apport de sang venant d'autres pays, de sang exotique pour améliorer le cheptel national. Cette expertise en élevage, la France veille à la préserver. Le meilleur moyen, transmettre la passion de la profession aux jeunes générations.
Le taureau qui est ici est un taureau de race limousine. Il s'appelle Jardiland et il fait environ 1150 kg. C'est un animal qui est né chez moi. Il est de type mixte, donc c'est-à-dire qu'il est à la fois avec des qualités bouchères et des qualités d'élevage. Donc il sert à la fois à produire de la viande et à produire des femelles de renouvellement qui elles-mêmes feront des vaches. Si ces jeunes éleveurs sont aussi bien outillés, c'est parce qu'ils sont encadrés par des structures de formation. Parmi elles, les maisons familiales rurales créées depuis plus de 70 ans en France. Les maisons familiales rurales MFR existent au Cameroun et au Togo. Ces pays ont perçu la nécessité de former de façon pratique leur jeunesse à l'élevage et à l'agriculture, des secteurs dont la rentabilité est évidente en Afrique. Le 19e Festival mondial de la jeunesse et des étudiants se tient en ce moment en Russie. La Côte d'Ivoire participe à la rencontre. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre Sidi Touré. Il a présenté la politique ivoirienne mise en œuvre en faveur des jeunes. Il a donc dévoilé les grands chantiers de la Côte d'Ivoire pour sa jeunesse. Envoyé spécial à Moscou, Serge Koléa. C'est la Russie qui accueille le 19e Festival des jeunes et des étudiants du 14 au 22 octobre 2017 à Sotchi. Et c'est en prélude à ce rendez-vous mondial triannuel que les autorités de Moscou ont initié cette réunion interministérielle. Une tribune qui se présente comme un grand oral pour les pays participants. Ce sont 16 ministres ou représentants d'institutions et de gouvernements se sont succédés sur le podium. Objectif, dévoiler les grands axes des politiques déployées dans leurs États au profit de la jeunesse. Dans cette vision, le ministre Sidi Timoko Touré a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire. Il a souligné la volonté politique affichée avec la création des ministères dédiés à la promotion de la jeunesse et à l'emploi des jeunes. Cette politique s'appuie sur 5 stratégies que sont la stratégie de l'autonomisation des jeunes qui a inspiré la mise en place du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, garantissant ainsi la participation des jeunes à l'élaboration des politiques et programmes à leur attention. Nous avons aussi la stratégie de protection des jeunes. Nous n'oublierons pas de citer la stratégie pour l'insertion et l'emploi des jeunes. Nous citerons finalement des activités génératrices de revenus et d'entrepreneuriat et d'auto-emploi, afin d'aboutir à terme à une jeunesse autonome et responsable au triple plan civique, moral et professionnel. Le représentant du gouvernement ivoirien a rappelé les liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Fédération russe, vieux de 50 ans. Il a demandé à Alexander Bougaev, chargé des questions de jeunesse, de traduire au président Vladimir Poutine le message d'amitié du chef de l'État Alassane Ouattara. Aux côtés des ministres, plus de 20 000 jeunes venus de 150 pays vont participer à la 19e édition du Festival des jeunes et des étudiants de Sotchi. Et pendant ce temps, ici en Côte d'Ivoire, la lutte contre la fraude s'accentue. Le ministère du Commerce vient justement de saisir 37 tonnes de produits prohibés. Ces produits ont été détruits ce vendredi. Le témoignage est signé Grace Kanto. 37 tonnes de produits périmés et prohibés d'une valeur de plus de 50 millions de francs CFA incinérés à la décharge d'Akwedo. Composés entre autres de boissons, de tomates concentrées, de teintes à vernis et de glutamate, ces produits ont été saisis dans plusieurs marchés du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur par la direction de la répression des fraudes. Ce sont des produits généralement qui sont dissimulés par des opérateurs malveillants. Mais notre rôle, c'est de pouvoir les débusquer. Et nous sommes quotidiennement sur le terrain pour pouvoir protéger nos populations et pour pouvoir aussi conseiller nos opérateurs économiques parce que ce sont eux qui aident notre État, la Côte d'Ivoire, à prospérer. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel à nos populations d'être vigilants, de faire attention à tout ce que nous consommons. De janvier à septembre 2017, 245 tonnes de produits d'une valeur de 275 millions ont été saisis contre 2 milliards de produits prohibés et périmés en 2016. Lorsqu'on regarde les chiffres par rapport à l'année dernière,
que le message est de plus en plus entendu par les opérateurs économiques qui commercialisent les produits qui sont non périmés et les produits qui sont de moins en moins contrefaits, et que également les actions qui sont menées à nos frontières pour empêcher que ces produits puissent rentrer également sont couronnées de succès. Parce que l'objectif du gouvernement est clair, c'est que toutes les transactions, tous les produits qui sont vendus sur le territoire soient des produits de qualité. En termes de perspective, le gouvernement a pris un décret portant sur le contrôle de la conformité des produits avant embarquement. Et on en arrive à notre dossier de ce 20h consacré à l'opération Épervier 3 pour sécuriser les personnes et les biens. Eh bien, quel bilan dressé de cette opération après 3 semaines d'activité de sécurisation? Épervier 3 s'est déployé sur l'ensemble du territoire et les forces de l'ordre ont détruit des fumoirs et interpellé plusieurs individus. Illustration dans ce dossier signé ce soir, Herman Givi. Abidjan, commune de Yopougon, quartier Siporex. À ce carrefour très animé de Yopougon, plusieurs citoyens se sont vus dépouillés de leurs biens, pris à partie par des individus aux intentions lugubres. Réputé pour être un nid de délinquance juvénile et identifié comme tel par les services de police, l'endroit, comme plusieurs autres sites à Abidjan et à l'intérieur du pays, est depuis plusieurs semaines la cible de multiples opérations de sécurisation. Baptisé Épervier, un effectif de 1500 hommes déployés pour faire reculer les frontières de l'insécurité, des actes de délinquance imputés à une cible juvénile, des adolescents qualifiés d'enfants en difficulté avec la loi. Un phénomène qui trouble la quiétude des populations. S'ils ont envoyé l'opération, nous on souhaiterait que ça continue toujours. Sinon, vraiment, c'est difficile. On ne peut pas une fois devenir faire la sécurité et puis après, on n'est plus en sécurité. Moi, je préfère qu'ils continuent tous les jours ce qu'ils ont commencé. Nous avons la peur de venir à Abidjan. Moi, personnellement, j'ai peur de venir à Abidjan parce que cette affaire de microbes, c'est une plaie pour tout le monde. Donc si aujourd'hui, cette opération rime a vraiment entériné cette gangrène-là, je crois que c'est une très bonne chose. Maintenant, par rapport au site sur lequel je traverse tout le temps quand je viens à Abidjan, je crois que c'est une bonne chose pour nous, qui sommes les usagers, pour ces jeunes gens qui vendent. C'est ici que nous venons prendre nos affaires, les tricots, les paires de crêpes et tout ça. Après le lancement de l'opération Épervier 3, l'opération porte déjà ses fruits. 10 dealers arrêtés. Ce sont des personnalités de mauvaise aloi qui sont en train, ainsi que vous le voyez, à travers les 232 fumoirs, les 232 fumoirs qui ont été détruits d'Abidjan à l'intérieur du pays, qui sont en train de détruire notre jeunesse et nos populations. Et donc, parmi ces 10, vous avez 3 de nationalité ivoirienne, 1 de nationalité burkinabé, 1 de nationalité ghanéenne, une dame, et puis 5 de nationalité nigérienne. Nous voulions vous dire qu'autant qu'ils sont appréhendés, interpellés, ce n'est pas eux tous qui sont naturellement présentés donc à la justice, parce que certaines rafles se font de façon systématique. Et c'est après vérification de leur identité dans nos fichiers qu'on se convainc à les déférer. Pour répondre à des questions restées en suspens, nous prolongeons nos échanges avec le directeur général de la police nationale. Vous confirmez qu'aucune zone identifiée comme criminogène n'a été oubliée par Épervier 3. L'opération Épervier 3 se tient sur toute l'étendue du territoire national. Abidjan, les gens y sont également. Et l'objectif, comme on l'a dit, traquer les bandits et ramener ce sentiment de sécurité au sein de la population. Nous avons pour mission de rassurer, n'est-ce pas, cette population. Nous sommes à un bilan partiel. 2 semaines après, quel est l'état des lieux? À mi-parcours de cette opération, les populations peuvent-elles dormir tranquilles? Tout ce que nous faisons, c'est pour que la population soit rassurée. Et quand la population est rassurée, mieux ça va chez nous. Et le chef de l'État, y compris les ministres en charge de la défense et de la sécurité, nous l'ont dit. La population, le sentiment de la population reste l'élément moteur, n'est-ce pas, de cette opération. Une question de sécurité qui préoccupe au plus haut niveau le gouvernement, qui a réaffirmé sa détermination à endiguer ce phénomène. Une présence policière saluée par
par les populations. Nous pensons qu'avant et maintenant, il y a vraiment une amélioration actuellement. Vraiment, nous encourageons encore l'État de faire davantage pour qu'il y ait beaucoup de sécurisation. Ça, c'est une bonne chose parce qu'on a agressé trop ici. Et maintenant, on ne voit plus ça. Ça a calmé un peu. On veut que la police vienne toujours pour sécurité, ce qui ne va pas. Mais l'opération aussi a des avantages. L'avantage, c'est quoi? C'est que les microbes ont un peu aussi diminué. Échoué un peu. Ça, c'est normal. Voilà. Mais moi, j'aimerais que le corps habillé soit un peu indulgent avec les gens. Parce que ce n'est pas tous ceux qui ont les l'os qui sont forcément les microbes, qui sont forcément de mauvaises intentions. Voilà. Tu peux avoir les l'os et puis travailler, gérer ta cabine, vendre tes brodes. Puis, j'ai initié l'opération Épervier, on voit une diminution côté agression et partout. On voit la sécurité aussi dans la rue, c'est bien, c'est bon. Mais actuellement, il y a un peu d'excès au fait. Parce qu'il y a des innocents qui prennent les pots cassés. Mais néanmoins, c'est pas mauvais, c'est bon, mais qui revoient encore quoi, la pression, qui diminue un peu. Sinon, on voit que vraiment, ça diminue les agressions en fait. Et vraiment, on est content. Le souci majeur des populations, vaquer tranquillement à leurs occupations, sans crainte de se voir agressés. Ok. À l'étranger, au Libéria, 48 heures après la présidentielle, il faudra encore patienter pour connaître les résultats. Le dépouillement continue et notez que le dépouillement se poursuit et la commission électorale a annoncé des résultats encore partiels. D'après ces chiffres provisoires, l'ancien footballeur et actuel sénateur George Weah est en tête dans 11 comtés sur 15. Un second tour pourrait l'opposer au vice-président sortant. Au Kenya, le climat politique reste tendu avant la présidentielle du 26 octobre. Malgré l'interdiction de rassemblement, l'opposition a manifesté aujourd'hui pour réclamer une fois de plus des réformes de fond avant l'organisation d'une élection crédible. On déplore 2 morts. Raila Odinga, qui s'est retiré de la course, doit faire une déclaration depuis Londres, où il se trouve en ce moment pour une réunion. On va terminer ce journal par le sport. Après 3 saisons en Ligue 2, l'USC Bassam retrouve l'élite et veut jouer les premiers rôles. Le champion 2017 de la Ligue 2 a effectué sa rentrée sportive samedi. On fait le point avec Seydou Koulibaly. Une entrée en fanfare pour la rentrée sportive de l'Union sportive des clubs de Bassam. Champion 2017 de la Ligue 2, l'USC Bassam retrouve l'élite après 3 saisons en 2e division. Après le bilan sportif et financier de la saison écoulée, le président Ezalé a tenu à remercier les joueurs et l'encadrement technique qui ont arraché le ticket de la montée en Ligue 1. Boudomori, élu meilleur coach de Ligue 2, et Zouba Isidore, meilleur joueur, saison 2017, ont été particulièrement salués par le président Ezalé lui-même élu meilleur président de Ligue 2. 68 millions de francs CFA ont permis de couvrir la saison 2017, dont un apport personnel du président qui s'élève à 27 millions. Et près de 170 millions seront nécessaires pour la saison 2017-2018 en Ligue 1. Notre objectif, c'est de jouer les premiers rôles dans ce championnat de première division. C'est ça l'objectif que nous avons. Cette rentrée sportive s'est achevée comme elle avait commencé, dans une belle ambiance avec un cocktail. Voilà, c'était un commentaire de Aude Alegbe. Je vous livre maintenant le programme de la première journée de la Ligue professionnelle de football. Notez qu'en match d'ouverture, le MAC va opposer Boaké FC au stade d'Abidjan. Le MAC aura lieu au stade Champrou de Makori à 15h30. Et le deuxième match va opposer la FAD à la SEC, toujours au stade Champrou de Makori à 18h. Fin de ce 20h. Je vous retrouve avec le même plaisir demain et sur la même chaîne.